Une technologie n'est utilisée que si elle fait sens pour les gens. C'est-à-dire que si on peut l'associer à des idées, à des mots, à d'autres expériences, etc. Et là, tout ce qui est du domaine de la culture est essentiel pour construire un sens. En économie de l'innovation, on a ces statistiques qui disent que 9 inventions technologiques sur 10 ne deviennent jamais des innovations. C'est parce que la définition qu'on a de l'innovation, c'est une invention qui est effectivement adoptée par quelqu'un. Ça veut dire qu'on a plein d'innovations, plein d'inventions technologiques qui sont géniales. Donc techniquement, on peut dire c'est génial. Il y a beaucoup de créativité. Le problème, c'est que les gens n'en veulent pas. Et que, je dirais que la sanction de réussite ou d'échec d'une innovation, c'est la société qui la donne. C'est pas les ingénieurs ou les inventeurs qui disent c'est génial donc c'est une innovation. Non, ça n'est une innovation que si la société dit oui c'est génial, on l'adopte, on l'apprend. Quelque chose qui est assez typique, qui est très fréquent, qu'on rencontre quand on travaille par exemple proche avec des ingénieurs, c'est que quand ils conçoivent un produit, ils ont une idée d'une nouvelle technologie qui serait géniale, qui permettrait de faire ceci ou cela. Généralement, ils se font aussi une idée de l'utilisateur, des besoins de l'utilisateur, voire de la société qui aurait besoin de ces technologies-là. Donc, on ne peut pas dire que les ingénieurs sont asociaux ou inhumains ou quelque chose comme ça. Ils pensent bien à la société. Si ce n'est que quand ils conçoivent un objet sur base d'une idée qu'ils se font de la société, ils ne se mettent pas toujours dans la condition d'aller vérifier si leur idée, leur conception de la société correspond à la société telle qu'elle est. Et du coup, il y a beaucoup de développements technologiques qui sont conçus sur des conceptions, sur la base de conceptions erronées. Et là, on peut vraiment aider les collègues ingénieurs déjà à, à rendre explicite de façon oui, à rendre explicite leur propre conception des usages et de la société pour qu'on puisse regarder ça de façon critique en disant bon, est-ce qu'il y a des vrais usagers qui correspondent à la conception que vous avez faite ou pas. Et puis à partir de là, on peut commencer à travailler ensemble et puis voir comment les accompagner dans l'évolution des produits. Enfin, un exemple sur lequel j'avais beaucoup travaillé à Grenoble pendant une dizaine d'années avec des ingénieurs mécaniciens qui essayaient de concevoir des nouveaux outils d'aide à la conception par ordinateur pour des ingénieurs mécaniciens. Donc des outils pour aider des mécaniciens à faire de la mécanique, mais aidés par l'ordinateur. Ils avaient dans l'idée que le mécanicien concepteur est un individu qui travaille avec ses connaissances, qui a un problème à résoudre et qui a des outils à sa disposition pour résoudre un problème. Et tous les outils d'aide à la conception qu'il concevait étaient conçus dans cette perspective-là. Et nous, on s'est dit, ben oui, peut-être, mais peut-être pas. Nous, on n'en sait rien. Allons voir là où il y a des ingénieurs, des mécaniciens qui conçoivent des produits, comment ils travaillent. Et là, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'en gros, ils ne travaillent presque jamais tout seuls. Ils sont presque tout le temps en relation, en train de discuter, en train d'échanger des fichiers, des avis, des choses comme ça. Du coup, concevoir des outils de CAO comme si les gens travaillaient de façon isolée, ben c'est décalé par rapport à la réalité, alors qu'ils sont tout le temps en besoin d'échange d'informations, de validation, des choses comme ça. Et quand nos collègues mécaniciens ont compris ça, ils ont tout de suite eux-mêmes compris qu'est-ce que ça impliquait dans la conception des outils, qu'est-ce qu'il fallait changer dans la conception des outils pour que leurs outils correspondent mieux à la réalité du travail des gens. L'avantage, c'est facile de communiquer dans les médias quand on a quelque chose à montrer. Et si en plus, si ça clignote, il y a des lumières, enfin bon, voilà, enfin, c'est plus facile. Quand, je ne sais pas moi, des comptables qui inventent une nouvelle procédure comptable, ça peut être une révolution dans toutes les organisations. Ça peut faire générer des économies considérables dans les entreprises et dans l'administration publique. Mais j'aurais une procédure, ça se voit pas. Enfin, donc il y a un vrai problème de communication. Comment on fait pour communiquer sur quelque chose comme une nouvelle procédure, voire un nouveau concept?
une nouvelle idée. C'est jamais évident. Enfin, c'est un vrai défi pour la communication. Le problème, le gros problème qu'on a actuellement, c'est qu'on a tendance à valoriser je dirais, les résultats un petit peu tape à l'œil, les démos avec des visualisations, avec des choses, quand on voit, on dit waouh. Et ça a tendance à donner beaucoup d'atouts à ceux qui maîtrisent les outils, qui ont accès aux données, qui maîtrisent les outils pour travailler les données et pour produire des visualisations, des choses comme ça, alors que scientifiquement, du point de vue de sciences humaines et sociales, c'est parfois n'importe quoi et c'est fait par des amateurs qui sont passés outre de plusieurs siècles de savoir accumulés dans d'autres disciplines. Donc là, on voit bien qu'il y a vraiment besoin que la rencontre se fasse et que de part et d'autre, on apprenne à se connaître, à s'écouter, se respecter et voir comment travailler ensemble. Et ça n'est pas facile aussi parce que les uns et les autres sont soumis à des pressions institutionnelles productives. Donc un ingénieur qui va perdre son temps à étudier des sciences humaines et sociales va se retrouver sanctionné. Et ça ne favorise pas le dialogue. Et inversement, un sociologue qui va passer 1 an ou 2 ans à étudier l'algorithmique et des langages de programmation, c'est pas très performant pour ce qu'on attend de lui dans sa discipline. Donc c'est aussi nos institutions qui ne facilitent pas le dialogue entre les disciplines. Le droit et toutes les sciences qui vont tourner autour du fait de définir des règles du jeu, de se mettre d'accord sur quelque chose, sur des manières de fonctionner, des manières d'utiliser, des manières acceptables, des manières pas acceptables, etc. Tout ça, ça va être essentiel. Donc le droit, les sciences politiques, l'économie, la sociologie, tout ça vont avoir un rôle important parce que toute nouveauté a des avantages et des inconvénients et que ceux qui payent les inconvénients ou qui subissent les méfaits de la nouveauté, ce n'est pas nécessairement les mêmes que ceux qui en tirent les bénéfices. Et du coup, il y a des questions d'équité qu'il va falloir régler dans la société, de dire, bon, ok, évidemment, il y en a qui vont payer les inconvénients, mais est-ce que c'est pas trop injuste ou trop inégal, etc. Donc tout ça, ça doit être construit socialement et politiquement. Les enjeux, en gros, ce sont les gros enjeux de la société. Hein. C'est le vieillissement, c'est des exigences croissantes en termes de transparence et de démocratie. Et on voit bien qu'à nouveau, avec le coronavirus, on a nos fonctionnements démocratiques qui sont un petit peu mis à l'épreuve. Donc, comment fait-on pour gérer une crise tout en préservant des choses essentielles qu'on a acquises en termes de démocratie? Tout ce qui est lié au changement climatique, réduction de la biodiversité et puis les pandémies, on sait que depuis plusieurs dizaines d'années que ça nous pendait au nez, ben voilà, on en a une. Il faut repenser la vie en société, repenser aussi les technologies, enfin, il faut un peu tout repenser avec ça. Il y a un chantier phénoménal.